On est d'accord ou pas? Ça, je le laisse à tout le monde. Je ne peux pas vous expliquer aussi tous les tenants et les aboutissants de ce genre de théorie, parce que ça serait trop compliqué. Mais si vous voulez, par exemple, dans la médecine taoïste, on va dire que, cette personne elle est malade, déjà peut-être c'est un retour karmique. Déjà peut-être qu'il est en train de faire quelque chose. Si nous, on intervient à ce moment-là, on va lui régler son problème, mais l'addition karmique, il va falloir que quelqu'un la règle. Ça sera le médecin. Donc déjà, le médecin taoïste va être très précautionneux sur qui il traite et qui il ne traite pas. Il va choisir ses patients. Il va choisir ses patients, en fait. C'est-à-dire que des patients qu'il estime bon de traiter et qu'il estime que ces patients vont comprendre ça, en fait. Donc il y a toute une série de règles qu'il n'y a pas du tout dans la médecine chinoise. Et puis bon, au niveau des moyens qui vont être utilisés, il y a des dessins chamaniques qui sont faits. Il y a des théories, par exemple, ça c'est pour le taoïsme religieux, il y a une espèce d'hôpital dans le ciel, en fait, à qui on donne le patient, et c'est l'hôpital qui s'en occupe, etc. Donc, des théories, des théories de l'esprit. Ces théories, en fait, étaient très en vogue au début de la médecine. Elles sont disparues avec le temps, en fait. Donc là, l'idée, en fait, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir les deux, en fait? Est-ce qu'on ne peut pas avoir notre super médecine aujourd'hui? Et pourquoi, puisqu'on n'a pas prouvé son inefficacité, ne pas aller aussi dans ce domaine-là? Donc moi, c'est ce que j'essaie de mettre en pratique. Pareil, dans la médecine taoïste, parce que j'ai une espèce de cérémonie juste avant de venir, juste avant mon avion, en fait. Là, c'est pareil, en fait, il y a des principes qui rentrent dans la médecine chinoise. Cette médecine-là, où on utilise les dessins chamaniques, etc., ils vont avec une ordonnance d'herbe, mais il y a plein de choses à faire, il y a des récitations à faire, il y a des choses à expliquer aux patients. Ce principe-là ne peut pas être mercantile. On ne peut pas recevoir d'argent du tout pour ça. Donc on l'apprend, c'est une tradition comme ça depuis que ça existe. On l'apprend gratuitement. Ce maître qui a commencé à m'apprendre et qui va continuer à m'apprendre une fois que je repars, si j'utilise ces moyens-là, je ne l'ai jamais rémunéré pour ça. Si j'utilise ces moyens-là, je dois le dire au patient, je dois avoir son accord, et deux, je peux pas demander de rémunération pour ça. Donc c'est une médecine complètement différente. Je crois que ça vaut le coup d'aller voir. Même quand je suis allé voir ce maître qui est chinois, il m'a dit wow, enfin quelqu'un qui vient voir, qui vient un peu gratter de ce côté-là. C'est bien qu'il y ait des gens qui viennent voir. Donc, je sais pas, ça me semble pas inutile. Au niveau des enseignements que moi ça m'apporte sur ma pratique personnelle, de pratique spirituelle personnelle, c'est énorme. C'est énorme. Et ça m'a fait réaliser des trucs que j'avais pas compris avant. Et ces 3 niveaux, vous voyez, si le Ting, si Shen, c'est des niveaux qui montent. Donc forcément, si on va dans un niveau plus élevé, on va peut-être comprendre des choses qu'on n'avait pas compris avant. Et qu'on ne pourrait pas comprendre autrement, à mon avis. Donc ça mérite d'être... c'est des choses qu'on peut étudier, qui seront plus en vogue, parce que les étrangers qui viennent aussi, qui sont dans la médecine chinoise, c'est aussi de ça qu'on a envie d'entendre parler. Après, c'est vrai qu'il y a des... Il faut voir si ça marche aussi. Donc après, en fait, on a le taoïsme, je voulais parler un petit peu du taoïsme, en fait, c'est le fondateur, c'est Lao Tzu. Lao Tzu, la photo noir et blanc. Voilà, le dessin noir et blanc. Son élève le plus connu, Zhuangzi, la liberté. Ça, c'est Confucius, Zhuangzi, et le Bouddha. Donc, normalement, Lao Tzu, c'est moins 600 avant Jésus-Christ, un petit peu avant Confucius, et un peu avant le Bouddha aussi. Confucius aurait demandé des enseignements à Lao Tzu. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, non, quand ils se sont rencontrés. Et qu'en fait, Lao Tzu n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à ce jeune homme très brillant qui était Confucius. Et dans la manière taoïste, en fait, la plus taoïste, il a fait... puis il est parti. Et puis Confucius a fait... Et vous? Non. Et vous, en fait, c'est que l'enseignement de Lao Tzu, ce qu'il voulait dire, il a dit, il a peu parlé, parce que l'enseignement du Tao Te Ching, par exemple, le classique de la voie de la vertu, c'est que 5200 caractères. C'est le texte fondateur du taoïsme, il n'y a que 5200 caractères. C'est un tout petit texte.
Et c'est la voie taoïste, en fait, c'est pas trop aller vers les autres, en fait, pas expliquer. Dans le taoïsme, on dit Puwen, Pushuo. Si on vous demande pas, vous expliquez pas, on vous dit rien. Donc c'est vrai que l'enseignement taoïste est très petit, aussi bien en Chine qu'à l'extérieur. C'est pas un enseignement qui va vers les gens de façon traditionnelle. Et en fait, son enseignement, c'était, c'est vrai qu'au niveau des paroles, c'était assez éludé, en fait, c'était très court. Mais il a dit, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est regarde la langue, c'est ce qu'il y a de plus mou dans le corps, et jusqu'à la mort, on l'aura. Regarde les dents, c'est ce qu'il y a de plus dur, et c'est ce qui va tomber avec la vieillesse. Donc, c'est la théorie du tai chi, etc. Toujours beaucoup de souplesse, beaucoup de naturel. Et ça, c'était un enseignement de Confucius, de Lao Tzu. Donc le taoïsme philosophique commence à moins 600 avant Jésus-Christ et devient la première secte école religieuse. C'est Zhang Taoling à la fin des Han, la dynastie des Han, c'est-à-dire 200 après Jésus-Christ. C'est la secte des Zhengyi, la clarté. C'est une secte, en fait, d'une école où les gens peuvent se marier. Ils sont encore très proches du taoïsme philosophique. Les prêtres se marient, peuvent boire de l'alcool et peuvent manger de la viande. Et 400 ans après, sous l'influence du bouddhisme, qui prenait en fait toute la clientèle, le peu de clientèle qu'avaient les taoïstes en Chine, ils ont commencé à proposer un enseignement beaucoup plus carré, beaucoup plus serré, qui s'appelle l'école de la grande pureté, Chuanzhen, qui est l'école de Wudang, et qui est monastique. Ça n'existait pas du tout au début. Voilà un peu l'évolution du taoïsme. Donc la pratique taoïste, en fait, elle est basée sur 3 choses. L'exercice, Dong, bouger, c'est-à-dire le Qigong, le Tai Chi, Tao Ying, les exercices de respiration, tout ça. Ça, c'est une différence avec les autres courants religieux et les autres courants philosophiques, c'est-à-dire que c'est basé sur les 2 Xingyi Shuangxiu, c'est-à-dire le corps et l'esprit. On n'en laisse pas un derrière. L'évolution dans le corps va amener des progrès dans l'esprit, toute l'évolution. Et il y a des cas, il y a des moments dans notre pratique spirituelle où un moyen, ça ne suffit pas. Il faut absolument avoir plusieurs moyens. Si aujourd'hui, j'ai fait tous les mantras, etc., mais ça ne passe pas, émotionnellement, ça ne passe pas, je peux vous dire que si je vais faire 1 heure de tai chi, c'est bon. À l'opposé, il y a des trucs, ça passera avec l'esprit, ça passera pas avec le corps. Donc il faut avoir une panelle de moyens, et puis tout pratiquer, et quand ça vient, et ben en fait, et puis c'est flagrant, quoi, c'est vraiment flagrant. Essayer de changer son caractère, par exemple, ça c'est dur. Ça c'est dur. Par exemple, ne pas se mettre en colère. Ça c'est pas facile. Si on dit maintenant, j'arrête de me mettre en colère, et quand je suis arrivé en fait à Wudang, dans cette école de Kung Fu, j'étais en Chine, pour tous les petits trucs qui m'énervent en Chine, j'avais tendance à m'énerver assez facilement, souvent, plusieurs fois par jour, et pour des petites choses en fait. Et après je me suis mis à faire 4 mois de Kung Fu, c'était pire. C'était pire. Là j'avais l'impression que je pouvais tuer quelqu'un. Donc là je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et c'est là où la pratique intellectuelle, spirituelle, a une efficacité incroyable. Il y a un grand médecin à Wudang qui a écrit un poème qui s'appelle « Je ne me mets pas en colère ». Et il explique, d'un point de vue de la médecine chinoise, pourquoi il ne faut pas se mettre en colère, etc. etc. J'ai commencé à le réciter tous les jours tout en pratiquant mon Kung Fu. Et voilà. Et voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire qu'avec l'esprit, en fait. C'est la combinaison des 2 qui a produit un effet. Donc c'est pour ça qu'on voit donc tous les kung-fu qui bougent, tous les kung-fu qui sont statiques, comme par exemple la méditation, ici, visualisation, méditation sur la respiration, l'alchimie intérieure, tout ça c'est statique, et les textes. Aussi bien les textes de médecine traditionnelle chinoise que de taoïsme. Donc ça, en fait, toucher aux 3 et pas partir dans un des domaines, garder un équilibre avec les 3, c'est pour moi la clé de la réussite de la pratique spirituelle. Voilà, donc là, je vous montrais un petit peu l'évolution de l'écriture chinoise, parce que pour moi, dans mon parcours, en fait, la langue chinoise, ça a été la clé.
Ça a été la clé, le fait que des maîtres ont pu me parler directement, alors que d'autres personnes avaient des kung-fu bien meilleurs que le mien, d'autres étrangers qui étaient là, qui étaient bien plus puissants, etc., mais qui ne parlaient pas chinois. Il fallait que ça passe par moi. Donc l'écriture, on parlait des dessins chamaniques, on voit bien que les dessins, la puissance du caractère chinois, c'est incroyable. Donc en fait, ouais, je conseille aux gens qui s'intéressent à la pratique du taoïsme d'essayer d'apprendre un petit peu de chinois, ou au moins des proverbes taoïstes. C'est pas très long, hein, il peut y en avoir en 4 caractères, c'est très court. Par contre, c'est hyper efficace. J'ai un maître à Wudangshan, commence le massage. J'ai un maître à Wudangshan qui a 88 ans, qui est dans une forme extraordinaire et qui utilise beaucoup la langue chinoise dans sa pratique en fait, un peu comme de la PNL si vous voulez, mais sur des thèmes taoïstes et qui pratique. Et c'est lui qui a écrit ça en fait. Et en dessous, par exemple, il y a marqué Shen An An, c'est-à-dire mon esprit est calme, calme. Il se met là, il se récite ça et il le fait. Et c'est évident que ça apporte des résultats sur lui. Il a un visage d'enfant à 88 ans. Je l'ai vu porter sa bouteille de gaz comme ça pendant 20 minutes. C'est impressionnant. Et donc j'ai habité chez lui pendant un moment et j'ai commencé sa méthode. Il y a des résultats. Voilà. Donc ça c'est l'endroit où je vis à Oudan. En fait ça c'est la ferme que j'ai louée. Les champs de thé qui sont autour. La cuisine, une chambre. Voilà. Petite atmosphère de Oudan. Donc ensuite, je voulais parler de moyens concrets, une journée d'un taoïste, en fait, comment on pourrait mettre certains éléments de la pratique taoïste dans notre vie de tous les jours. Alors ce que je fais, par exemple, c'est avant de me lever, déjà je ne me lève pas directement, déjà dans mon lit, massage de la tête aux pieds, une fois, voire plusieurs fois, pour mettre le corps en branle, en fait, avant de se lever. Ensuite, moi je fais des récitations de textes. Ça c'est pour l'humeur, pour contrôler son cœur en fait. Le cœur c'est l'esprit en chinois. Pour contrôler l'esprit, pour dire voilà, quoi qu'il va se passer, je vais garder mon centre, je vais être content. De toute façon aujourd'hui, il faut que je prenne du plaisir, ça c'est obligé. Le taoïsme en fait c'est Zhong Shen, Ai Shen, Le Shen. Aimer la vie, chérir la vie, prendre du plaisir dans la vie aussi. Le plaisir c'est la santé, c'est le calme, c'est le bonheur. Donc voilà. Donc après ce genre de choses, sourire aussi dans son lit, c'est un moyen taoïste qui est très utilisé. On connaît les bouquins de Mantak Chia là-dessus, le sourire intérieur, etc. Par rapport à Mantak Chia, je voudrais dire une phrase aussi s'il y a des gens qui pratiquent, c'est que de mon expérience, en fait, ce qu'il propose dans ses livres en fait, n'est pas si facile à réaliser qu'il le dit. Ce sont des méthodes assez difficiles en fait. Et il ne faut pas croire que c'est à la portée de tout le monde. Et en plus, c'est du domaine du Shen, et la plupart du temps, c'est fait sans préparation physique chez les gens. Donc les gens ont tendance à partir en fait trop dans le domaine de l'esprit parce qu'ils ne sont pas raccrochés, le corps ne les ramène pas sur Terre. C'est pour ça qu'on pratique beaucoup de tai chi et tout, pour ne pas partir. Même si, par exemple, aujourd'hui, je fais une conférence, je suis extrêmement content qu'il y ait autant de monde, on va en faire plusieurs, on va en faire d'autres, etc. La pratique, mon humeur pourrait m'emmener dans des comportements que j'ai pas envie d'avoir. Et ma pratique physique va me ramener, va me rééquilibrer dès demain quand je vais me lever, que je vais pratiquer. C'est passé. Et ça me permet d'avancer en fait avec mes deux jambes comme ça, la pratique physique et spirituelle, sans partir d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, après se lever, aller aux toilettes, normal. Un truc que les gens font peut-être pas, on estime qu'il y a l'énergie originelle dans le corps, il faut la garder. Quand vous urinez, par exemple, c'est l'énergie qui part du corps. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, quand on urine, on serre les dents. L'énergie, en fait, part pas. Après, on y croit, on n'y croit pas. C'est comme Lao Tzu a dit, la seule croyance qui soit une vraie croyance, elle vient de la pratique. Tout le reste, c'est de la foi, mais c'est pas l'idée. Donc voilà, ce genre de méthode. Les hommes, souvent, se mettent sur la pointe des pieds pour augmenter la pression. Bien vider la vessie aussi quand on urine. Voilà. Et après, en général, avant le petit-déj, je vais faire de la position de l'arbre, position statique, une espèce de méditation debout qui est un des exercices préférés du Qigong et des arts martiaux. Si j'ai le temps dans la matinée, le matin, de minuit à midi, c'est l'énergie yang qui monte. Donc le matin, on bouge.
Donc si j'ai du temps, je vais faire du tai chi ou du kung fu le matin. À partir de midi, en fait, c'est l'énergie yin qui commence à monter jusqu'au soir. Donc à partir de l'après-midi, on commence à se calmer en fait. Donc l'après-midi, si j'ai du temps, je vais étudier les textes plutôt. Et le soir, avant de dormir, ça sera la méditation. Voilà. Donc suivre le rythme en fait du yin et du yang. Les moyens taoïstes en fait sont vraiment dans la vie de tous les jours. Que ce soit, ils parlent d'alimentation, ils parlent d'humeur, ils parlent de travail physique, ils parlent de sexualité, ils parlent de tous les domaines. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas un seul domaine qui a été laissé de côté. Tout peut être utilisé pour la pratique spirituelle. Tout. Maintenant, on est en hiver en fait. Donc, à quoi on fait attention? Je ne vais pas faire les 4 saisons, je vais juste parler un petit peu de l'hiver. Ce qu'on appelle le yang shen, c'est-à-dire la nutrition du principe de vie. Comment on se comporte en hiver? Qu'est-ce qu'on fait en hiver? En hiver, première chose, plus de sommeil. C'est le taoïsme est naturel, hein, il est basé sur la nature. On sait bien que les animaux hibernent. Donc en fait, plus de sommeil, c'est-à-dire se coucher plus tôt et se lever plus tard qu'aux autres saisons. On a le droit en hiver. Surtout, normalement, surtout quand on est plus dans les montagnes, c'est se lever après le soleil, ou attendre que le soleil soit un peu apparu avant d'aller faire nos exercices dehors. Avant, la terre est vraiment trop froide. Donc on n'a pas envie d'avoir des rhumatismes, etc. Donc on attend que le soleil soit levé. L'hiver, en fait, ça correspond à l'énergie des reins, c'est la saison de l'énergie des reins. Donc c'est cet organe en fait, auquel on va faire particulièrement attention à ce moment-là. L'hiver, en fait, il fait froid, les pores de la peau sont plus fermés, les liquides ne vont pas s'évaporer en fait. Donc tous les liquides en fait vont circuler dans le corps. Une grande partie des liquides, la plus grande partie va être expulsée par l'urine et une petite partie va venir nourrir les organes. Donc c'est aussi une période où les reins vont travailler beaucoup plus. Pour nous, l'hiver, en fait, c'est la période yin. On a beaucoup d'anciennes pathologies qui se réveillent. On a des nouvelles pathologies qui apparaissent. On a des pathologies lourdes et on a beaucoup plus de décès dans les hôpitaux à ce moment-là qu'aux autres saisons. L'énergie est très yin. Les maladies sont yin aussi. L'un plus l'autre, ça fait que c'est un moment délicat pour les patients en fait. Donc on essaye de faire attention à ne pas trop consommer d'énergie à cette saison. C'est-à-dire pas trop consommer d'énergie, c'est-à-dire pas transpirer à cette saison. Si d'habitude vous faites du jogging, évidemment vous allez transpirer moins en hiver, mais ça serait bien de trouver une autre façon de pratiquer les efforts physiques, comme par exemple le yoga ou des choses comme ça, qui ferait moins transpirer. Parce que celui qui part en hiver, il n'est pas repris, il n'est pas rétribué en fait par le yang de la saison qui est à l'extérieur. Il n'y a pas de yang pour vous en anglais c'est replenish, pour vous re-remplir en fait. Pareil pour l'activité sexuelle, en hiver, logiquement, c'est un peu mis en berne, dans la mesure du possible. Après, c'est laissé à l'appréciation de chacun que veut dire mettre en berne. Ça, c'est à chacun de voir. Mais voilà, ça c'est aussi éviter de consommer son énergie de ce côté-là. Ce qui n'est pas le cas en été. L'été, il y a tellement de yang autour que si on consomme, eh ben, c'est pas un souci. Bon voilà, ça c'est l'hiver, en fait, c'est les reins, c'est la couleur noire, elle est associée à la couleur noire. Tout ce qui est la couleur noire en alimentation va être très bon pour les reins, selon la médecine chinoise. C'est-à-dire sésame, haricots noirs, champignons noirs, les champignons, ce qu'on appelle les meowers, les champignons noirs chinois que vous pouvez trouver dans les supermarchés, tout ce qui est noir. Tout ce qui est noir. À cette saison, ça va être très bon pour les reins. Radis noir, voilà, tout ce qui est noir à l'extérieur ou à l'intérieur. On va préférer aussi des aliments, comme je disais, de nature chaude à cette période. Persil, ail, courge. Après, il faut regarder les manuels en fait. Hein, qu'est-ce qui est classé dans les catégories chaudes. On va préférer ça. Et tous les oléagineux, noix, pistaches,
qui sont très bons pour le cerveau. Et encore, quand vous demandez à un médecin chinois pourquoi les noix c'est bon pour le cerveau, il va vous dire t'as vu la forme. Et le problème c'est qu'en cas clinique ça marche. Là encore une fois c'est que ça marche. Donc on devient un peu un imbécile heureux des fois en Chine. On prend tout comme ça, oui c'est bien, pourquoi pas. Donc voilà. En fait, c'est surtout ça qu'on fait en hiver. On essaie de se protéger et de se mettre au calme. Par rapport à la pratique physique en hiver, on n'attend pas de résultats particuliers. C'est-à-dire que c'est pas une saison à laquelle on est très souple. On continue nos étirements avant le kung fu, etc. Mais il n'y a pas de progression à cette période-là. Dès qu'on va arriver au printemps, que ça va se relâcher, là on va voir nos progrès. Mais c'est une période où on a moins d'attentes par rapport à nous-mêmes. On est beaucoup plus dans une idée de relaxation à cette période. De toute façon, quand le printemps va arriver, on va aller avec le flux. Si on fait bien notre période, c'est toujours comme un yin et un yang. Si on fait bien notre période de repos à l'hiver, on sera beaucoup plus puissant quand il va falloir beaucoup donner en été pour travailler. Par contre, là on va raccourcir nos nuits et là on va donner beaucoup plus. Mais si on ne s'est pas reposé en hiver, comment on va être capable de faire ça en été? On va être en flux tendu en été. On sera déjà fatigué quand on va arriver à l'été, une période à laquelle on peut donner. C'est dommage. C'est comme on a cet exemple en fait d'un coup de poing. Si vous donnez un coup de poing et que vous le ramenez pas avant de donner le second, comment vous faites? Il y a forcément une période d'avance et de recul. Or, souvent dans la conception occidentale, américaine surtout, c'est on fonce, on va de l'avant. Alors que dans la conception asiatique, en fait, on va de l'avant et de l'arrière, pas seulement de l'avant. Aller de l'avant et le recul, c'est aussi bien vu. Vous voyez, le yin et le yang, le noir et le blanc, ils sont de la même taille. C'est-à-dire que d'aller de l'avant et un pas en arrière, ce qui est très fréquent dans la culture chinoise, par exemple, il y a quelqu'un qui vous prend la tête ou quelque chose et vous laissez couler. Et bien ça, c'est très bien vu dans la culture chinoise. Et c'est vraiment mis en exergue chez les lettrés que ça, c'est des valeurs qu'il faut absolument atteindre. Là, pareil, pour arriver à ça, moi je récite des textes sur ça. Et j'essaie de le mettre dans l'application de la vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'étrangers en fait, qui trouvent que c'est extrêmement difficile de vivre en Chine et de travailler en Chine, ce que je fais. Alors en plus, je suis dans une montagne, dans un coin reculé, les mentalités, c'est encore pire que dans les grandes villes. C'est extrêmement difficile et c'est un enseignement en soi. Et arriver à garder dans des situations qui sont horribles, arriver à garder ces principes-là, c'est ce qu'on appelle le kung-fu, la maîtrise. C'est pour se tester soi-même en fait. Voir est-ce que c'est vraiment ancré. Parce qu'on dit, voilà, je m'énerve pas. Et puis effectivement, je suis tout seul dans ma montagne, je ne m'énerve pas. Je descends, j'arrive dans le bus, et là, pourquoi cette personne, elle veut me mettre un coup de coude alors qu'elle ne me connaît pas pour monter avant moi? Et que moi, je suis dans une éducation française, je ne ferai jamais ça à personne. Je me sens civilisé par rapport à ça. Je vais peut-être m'énerver. Non. Là, c'est le moment où justement je suis titillé. Ne pas s'énerver, ça veut pas dire ne pas avoir la capacité à répondre. Au contraire, je pense qu'on a encore plus la capacité à répondre. Par contre, vraiment, quand on n'en a pas le choix, on peut répondre de façon encore plus efficace. D'ailleurs, on s'entraîne à ça. La religion, la philosophie taoïste, c'est pas une religion qui tend l'autre jour. C'est pas du tout ça. C'est une philosophie, une religion qui se donne le droit de réponse si nécessité. Donc c'est toujours pareil, ça reste sur la voie médiane. Il n'y a pas d'idéaux, par exemple justement l'idéal du bodhisattva de dire je vais faire passer tout le monde avant moi, c'est pas le cas. C'est les autres et moi en même temps en fait. Il n'y a pas d'effacement de soi, c'est assez différent sur le principe. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On a un petit moment questions-réponses, si vous voulez. Monsieur Ouvert. Oui, vous voulez parler de 80% de végétaux en ce qui concerne la nourriture, et vous avez parlé des métaux, et est-ce qu'il y a autre chose en dehors des végétaux, des animaux également pour
Oui, j'ai parlé de ça effectivement. Ouais. Les animaux, parce que les animaux, par exemple, participent parfois. Ah oui, oui, j'ai dit 80% de végétaux, j'ai pas dit dans l'alimentation, hein, j'ai dit dans la médecine chinoise. 80% de végétaux, des minéraux et effectivement des animaux. Alors maintenant, il y a de plus en plus d'animaux interdits, des animaux protégés. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver, hein, serpents, scorpions, tout ce genre de choses, c'est utilisé couramment. Pour soigner. Ah pardon, pour soigner, ouais. Donc là, après, ils ont des efficacités différentes selon les pathologies. C'est assez utilisé. Après, il faut voir est-ce que c'est bien accepté par le patient, c'est un goût assez fort. Voilà. Non, c'est entier. C'est entier. On achète ça en pharmacie ou dans les hôpitaux, ils ont leur stock. Hein. C'est séché. Les animaux sont séchés en fait. Surtout ce qui est chenille ou peau de serpent quand il mue. Tout ça c'est récupéré, c'est vendu aux hôpitaux, c'est vendu aux pharmacies. Tout ça on utilise fréquemment. Est-ce qu'on les utilise parfois aussi pour les diagnostics ou pas? Pour le diagnostic? Non, on n'utilise ni de plantes ni de minéraux pour le diagnostic. Le diagnostic, c'est vrai, j'ai pas complété tout à l'heure. En fait, quoi, ouais, moitié. Le premier, c'est regarder, c'est voir. Le second, c'est écouter. C'est en fait le questionnaire. When, c'est sentir. Et Tie, c'est prendre le pouls. Donc ça, c'est les quatre armes du médecin chinois. Normalement, Shangwong Wei Wang, c'est-à-dire normalement le médecin supérieur utilise le diagnostic par la vue. C'est-à-dire que dès qu'il rentre, vous asseyez, il a à peu près son diagnostic. Normalement, c'est ça. Alors ça vient aussi du fait qu'avant, les médecins avaient une pratique de méditation et que certains, en fait, arrivaient à voir leurs organes, arrivaient à des états où ils se connaissaient extrêmement bien, qu'ils arrivaient, par rapport à la connaissance d'eux-mêmes, à se prendre pour baromètre et voir les déficiences du patient, en fait. Par rapport comme par exemple la prise du pouls, maintenant, dans un concept occidental, en fait, c'est combien de pulsations par minute. Mais quand les minutes n'existaient pas, c'était combien de pulsations par rapport à la respiration du médecin. Donc il fallait que la respiration du médecin soit totalement sous contrôle, que son humeur soit totalement sous contrôle tous les jours, peu importe le temps extérieur, parce que le temps, les saisons peuvent changer votre respiration. Non. Donc ils avaient une pratique de méditation qui était extrêmement profonde. C'est aussi la différence entre la pratique du médecin de médecine chinoise traditionnelle et la pratique du médecin de médecine taoïste. Parce qu'on ne peut pas envisager une méthode de médecine taoïste sans que le médecin soit un pratiquant. C'est-à-dire qu'il pratique énormément, ce qu'on ne demande pas du tout aux médecins de médecine chinoise. J'ai vu au début, je croyais que c'était la même chose avant de commencer mes études. J'ai vu des praticiens, je les imaginais, en fait, j'imaginais quand j'allais à la fac, j'allais avoir des longues barbes comme ça, et puis tous habillés comme ça, etc. J'ai vu exactement le contraire. J'ai vu des jeunes qui parlent très vite, hyper diplômés, la même chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne demande plus en médecine chinoise, alors qu'en médecine taoïste, c'est indispensable. Et en médecine chinoise, en fait, c'est une connaissance livresque des choses. Alors qu'en médecine taoïste, tout ce qui est marqué, en fait, doit être ressenti. Donc beaucoup de pratiques. Voilà. Vous avez parlé aussi du chamanisme. Du chamanisme, oui. Le chamanisme, oui, quelle influence entre le chamanisme et les soins taoïstes ou chinois? À la base, c'est la même chose. Ça s'est perdu avec le temps. Donc maintenant, à l'époque aussi, il n'y avait peut-être que ça. Maintenant, on a beaucoup plus que ça. Donc dire on va revenir à un système que de ça, c'est ridicule. Par contre, dire maintenant on a ça, on pourrait peut-être en plus rajouter ce qu'on avait avant, c'est dommage que ce soit perdu. Là ça me semble une approche assez complète. Là après, au niveau des résultats, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est que